Il est romancier, poète, il est essayiste aussi, et c'est quelqu'un qui, en 2015, a mérité le prix Athanas David pour l'ensemble de son œuvre. Et cette œuvre comprend une cinquantaine, c'est-à-dire une cinquantaine de publications, dont 13 romans. Mais ce dont il est question ce matin, c'est ce recueil de poésie qui a pour moi un titre assez énigmatique. Alors, Pierre, je vous souhaite la bienvenue. Et je dois vous poser la question, pourquoi monde, Pierre Ouellette? Ah oui, on a l'impression que ce mot-là ne veut plus rien dire parce qu'on l'utilise à tout bout de champ pour toutes sortes de raisons. Mais je dirais que l'essentiel du titre ne réside pas dans le mot qui le compose, mais dans son point d'exclamation qui le conclut. Ce n'est plus un objet donc qu'on peut affirmer sur un mode indicatif, le monde, mais quelque chose qu'on doit interpeller, hein, qu'on doit appeler dans une sorte d'interjection, d'impératif, comme si finalement ça faisait l'objet d'un appel à être autre chose peut-être que ce qu'il est maintenant, comme si finalement on l'apostrophait, hein, presque une insulte aussi qu'on lui lance, comme si il nous avait fait du mal et qu'on le lui reprochait. Comme on dit, qu'on crie des noms à ceux qui nous blessent. Donc le monde est ici comme appelé à son propre procès. Il est comme on dit, il est interpellé au sens presque de la justice, hein. Donc on veut le mettre en accusation, le monde étant pas seulement les choses, les objets, mais le monde humain aussi bien, hein, qu'il l'a transformé au cours des siècles. Mhm. Donc, une sorte de procès du monde que j'entreprends dans ce livre. Donc, il ne s'agit pas de le nommer, on le connaît déjà, on l'a étiqueté, on l'a catalogué, mais il s'agit de le faire parler pour lui faire rendre tous ses secrets. C'est une entreprise tout à fait titanesque. Mais si vous permettez, Pierre, j'aimerais en lire un passage. Je suis en vie, mais à bout de lettres. Le souffle me quitte pour tous ces mots que je laisse mourir sur la page blanche où ils trempent dans trop d'encre. Ils m'éclaboussent jusque dans mes rêves où ils prennent à vie la couleur de mon sang. C'est quand même assez fort comme écriture, comme bref texte, mais je trouve que ça résume en même temps l'essence de votre entreprise poétique. Oui, c'est comme si je faisais parler le monde à travers moi, et comme si, à l'inverse aussi, je parlais à travers le monde, hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose de tout à fait organique, hein. Vous avez cité un passage où les questions de mon propre sang, et peut-être du sang qui coule dans le monde, hein, aujourd'hui, à travers toutes les catastrophes et cataclysmes que l'on connaît. Donc, cette idée de vivre le monde à l'intérieur de soi, dans son organisme propre, dans tout ce qui nous fait souffrir intérieurement, ça évite de le voir de manière objective, comme un journaliste pourrait le faire, ou comme un politologue qui pourrait l'analyser, ou même un écologiste pourrait le décortiquer. Ou un Donc, c'est ethnologue. de l'avaler moi-même, de le mâcher, de le digérer et de voir ce qu'il fait de moi, hein, dans mon fort intime, comme on disait autrefois. Donc, essayer non pas d'en parler de l'extérieur, mais depuis ma propre ingestion de ce qu'il est devenu, ce monde, à travers l'histoire. Je regarde sur la table des matières et constate que vous avez séparé en quatre parties bien distinctes euh, les grands êtres, la vie en moins, l'âme à l'os, écran d'arrêt. Pourquoi avoir comme catalogué, catégorisé le contenu de votre monde? Ben, il y a une progression dans ce livre. D'abord, un certain lyrisme, hein, dans Grands êtres. Ces grands êtres, ce sont les corbeaux, hein, toute la race des corbeaux, dont les Premières Nations disaient qu'ils étaient à l'origine de notre monde, mais dont nous, à travers le christianisme, ils avons considéré un peu comme les annonceurs de la fin des temps, hein, quelque chose qui, un oiseau un peu maléfique. C'est un carnassier qui nous apparaît un peu comme un charognard aussi, donc tourné vers la mort. Donc c'est l'oiseau qui fait le lien entre la Genèse et l'Apocalypse, entre le début et la fin. Et donc
toute cette première partie, je fais parler les freux, ni plus ni moins, où je m'adresse à eux. Les freux étant une race de corbeaux qui m'est chère parce que je leur ai consacré un roman il y a peu de temps. Petit à petit, on entre davantage dans l'intériorité hein, de la personne, de l'individu. On quitte le monde animal, le monde naturel, pour entrer au plus près de l'âme et de l'esprit, dans ce qu'on est chacun d'entre nous, jusqu'à ces petits poèmes amaigris que vous avez appelés Cran d'arrêt, là, le titre que j'ai donné, comme si c'était quelque chose qui était une détente, hein, comme d'un fusil hein, qu'on tient sur sa tempe. Donc, il y a comme une menace de la parole dans ces petits poèmes réduits à presque rien et qui touchent un peu l'essentiel de l'être, alors que dans les grands poèmes très amples du début, on avait affaire à une nature beaucoup plus globale qui inclut les animaux, les plantes, mais qui aujourd'hui disparaissent petit à petit pour ne laisser que l'être humain réduit à l'os, hein, l'âme à l'os, comme vous disiez, qui est l'avant-dernière partie du livre. Donc, il y a une progression comme ça, du tout au rien, d'une certaine manière, hein, du très grand, de l'immense, au trop peu, au presque néant, auquel on arrive à la toute fin. Le, la quête du poète, d'une certaine façon, est de réduire à sa plus simple expression avec des mots qui sont percutants, euh, le dire, c'est-à-dire le vécu, votre vécu. Et je constate que dans votre livre, il y a certains des poèmes qui prennent 2 ou 3 pages et qui sont très fouillés et très denses. Est-ce que vous n'allez pas à l'encontre du travail du poète comme tel? Pas tout à fait, parce que comme je viens de vous le dire, je cherche à la fois à tout embrasser d'une certaine manière, d'où le mot monde hein, qui ouvre le livre, mais en même temps en l'attachant ce monde immense à quelque chose de très infime, de très petit, qui est ma propre existence à moi dans cette espèce d'infini. Et c'est un travail de réduction progressif. Et je me devais de commencer par quelque chose d'un peu encyclopédique, d'un peu épique. Ma démarche s'inscrit quand même dans le cadre, je dirais, d'une relecture qu'on pourrait faire des grandes épopées homériques, je pense à l'Énéide de Virgile aussi, au De Rerum Natura de Lucrèce, ces grands textes fondateurs du poème, disons, qu'on a nourri pendant des siècles jusqu'à aujourd'hui et qui continue, moi, de m'alimenter. Donc, il y a au départ comme ce côté épique, mythique, cette grande saga où tous les grands êtres que sont les freux, les choucas, les craves, les corbeaux, les corneilles, sont appelés à comparaître jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul témoin, moi-même réduite à ma petite existence. Donc, il y a un travail de décantation, si on veut, hein, progressif, pour en arriver à cette seule voix qui reste face à ma page, qui est celle un peu amuie, un peu éteinte, que j'assume encore. Et tout à fait le contraire dans votre premier texte qui nous permettent de pénétrer cet univers qui est le vôtre, frères freux, corbeaux des âges d'or, de fer, de plomb, croissez drus dans les branchages, élevez vos cris jusqu'aux nuages, aux voies lactées. Immédiatement, on est plongé dans cette espèce d'atmosphère un peu, comment dire, euh, apocalyptique. Est-ce que le mot est juste? Vous avez raison, tout à fait. Au lieu d'avoir les chevaux de l'Apocalypse, comme chez Jean de Patmos, on a les corbeaux, hein, qui sont des espèces de chevaux du ciel et qui viennent annoncer comme ça la fin prochaine. Alors, il y a effectivement, oui, quelque chose de tout à fait révélateur, parce que le mot apocalypse, il faut le dire, ça veut dire dénudation, révélation, mise à nu. Donc, il y a cette mise à nu-là dans une langue qui est empruntée un peu à celle des corbeaux, hein, qui criaillent. Hein. Il y a une sorte de bruissement collectif qu'on entend du bec et on pourrait dire même des crocs et des griffes de ces oiseaux de malheur qui nous hantent depuis des siècles. On pourrait dire les grands croissements du monde. Voilà, Ça exactement. rejoint le titre.
Ça aurait pu Voilà. être un titre pour le livre, effectivement. Oui, oui. Pierre Ouellette, votre livre est magnifiquement illustré par votre compagne, qui est une artiste en art visuel, et qui nous permet aussi de comprendre, d'une certaine façon, euh, tout l'apport visuel, tout le rapport entre le texte et l'image évoquée. Parlez-moi un petit peu de votre collaboration à tous les deux. Ouais, c'est pas le premier livre qu'on fait ensemble, mais pour ce livre-ci, bon, il y aurait pu y avoir d'autres images, ça aurait été possible, mais l'éditeur souhaitait que la parole soit plus mise en évidence hein, que les illustrations. Mais je tiens à, à porter votre attention à la dernière image, qui est une immense chauve-souris, mais très particulière, puisqu'elle est albinos. C'est une chauve-souris blanche. Donc, ce n'est pas l'espèce commune, noire, qui vit de nuit et qui annonce un peu aussi, comme les corbeaux, une sorte de fin du monde. On sait par ailleurs que le coronavirus est probablement originaire de la chauve-souris, et donc on l'attribue des pouvoirs maléfiques à cette petite bête. Mais là, c'est une chauve-souris blanche immaculée, avec ses ailes grandes ouvertes comme une jeune mariée, comme une fée, et qui nous protège. Alors j'aime bien cette idée, comme l'évocation des corbeaux, d'une espèce d'être maléfique qui finalement se transforme en quelque chose de bénéfique. C'est comme s'il y avait une transsubstantiation alchimique, magique, des animaux qui sont liés justement à la mort, je dirais, à tout ce qui est négatif dans notre existence, pour en faire des sortes de colombes à l'envers, hein, des sortes d'oiseaux annonciateurs de peut-être de nouveaux commencements, d'un nouveau Big Bang. Mhm. D'ailleurs, ce corbeau qui est sur la page de couverture s'inscrit sur une espèce d'aurore boréale en forme de croix, hein, qui est probablement l'effet d'une conflagration première qui va donner naissance à un monde. Et ses ailes sont bleues, bleu ciel, même si son corps est noir. Donc, il y a quelque chose comme une lumière qui transparaît hein, dans ce corbeau qu'on associe au croque-mort, au corbillard, au cimetière, aux ossuaires. Si vous permettez, Voilà, je retrouve cette magnifique photo de Christine Palmieri, prise bon, il y a quelque temps, mais qui en même temps illustre très très bien une espèce d'attitude que je exactement. trouve. Oui, oui. Hein? Les lunettes noires, mais un petit sourire qui s'esquisse sur les Voilà. lèvres rouges. C'est magnifique. C'est une très belle photo que j'ai prise moi-même, donc il y a déjà quelques années. Une photo par amour. Oui, oui, Alors, tout à Pierre, fait. Pierre Ouellette, je rappelle que ce livre qui est édité chez Main Libre est maintenant disponible. C'est très fort comme écriture, vraiment, c'est dérangeant par moments. J'ai pas trouvé le sommeil tout de suite. Oui, bah, il y a quelque chose de cauchemardesque, hein. Mais en même temps, des cauchemars naissent parfois de très beaux rêves, hein, y compris quand Effectivement. on lit l'Apocalypse, qui est un texte merveilleux, malgré tout. Mm. Pierre Ouellette, merci beaucoup pour Monde, publié, je le rappelle, aux éditions Main Libre, et à une prochaine et bon succès. Merci à vous. Merci, au revoir.